Alors, nous nous retrouvons donc pour notre deuxième séquence sur le thème « Quel impact de la participation des personnes concernées sur la gouvernance des associations ?» Alors, pour évoquer cette question, j'accueille bienvenue Roland Janvier, chercheur en sciences sociales et président du comité du travail social de Bretagne, et Katia Amoretti, directrice de l'association AMAC. Donc cette association, vous me dites si je me trompe, accompagne les personnes en situation de handicap psychique ou atteintes de troubles psychiques, et a fait, en tout cas, moi je l'ai vu puisqu'on est venu vous voir, a fait de la participation une véritable priorité depuis de nombreuses années. Donc je vous propose tout de suite de commencer par ce petit reportage où on est venu vous voir. Reportage donc du côté de Lyon, chez les pionniers de la participation. Bonjour à tous et toutes, on va commencer notre comité. Déjà dans un premier temps, qui est le secrétaire aujourd'hui ou la secrétaire? La participation se concrétise déjà dès lors dans l'accompagnement, avec tout ce qui est de l'ordre des groupes d'expression collective, des instances collectives de parole, donc au niveau de l'accompagnement, des accueils collectifs de jour, etc. Donc, dans le cœur de métier, on va dire, déjà dans un premier temps. Le deuxième niveau, si on peut l'appeler comme tel, c'est le comité des personnes concernées, avec ses pairs qui ont été élus par les personnes accueillies et accompagnées au sein de l'association pour pouvoir reporter leurs paroles, les représenter et être dans le cadre du conseil d'administration. C'est-à-dire que là, pour le coup, on passe à un troisième niveau, ce qui est l'ordre du conseil d'administration, où nous avons 4 personnes concernées, 2 titulaires et 2 suppléants, qui participent les 4 dans le cadre du conseil d'administration pour pouvoir participer activement aux enjeux stratégiques de l'association. Et le 4e niveau, et là c'est celui où on aimerait arriver assez rapidement et notamment à la fin du projet associatif, qui serait la présence dans le cadre du bureau, une personne concernée dans le cadre du bureau de l'association. Au sein du comité des personnes concernées, d'AMAC, nous nous réunissons une fois par mois en moyenne et nous parlons de tous les projets, nous discutons de tous les projets d'AMAC, nous rapportons la parole de nos pairs, les demandes, les questions, les suggestions. Nous pouvons émettre nos avis sur les projets de l'association également, œuvrer en interne comme également en externe auprès d'autres structures ou d'autres associations. Cette participation apporte un vrai plus dans notre cœur de métier. Déjà, on sait pourquoi on est là. Et c'est pour eux que nous sommes là. Et là, c'est hyper important. Donc, on peut être en direct avec eux et vraiment être à l'écoute de leurs besoins. Le deuxième mouvement, c'est aussi de pouvoir développer la question du rétablissement, la question du pouvoir d'agir, de pouvoir porter leurs paroles et c'est une vraie richesse. Enfin, je crois qu'on apprend beaucoup à leur côté et je crois qu'ils nous apportent à ce niveau-là de l'humilité et puis ils nous poussent à être meilleurs et à nous améliorer toujours et encore. Donc je crois qu'ils nous apportent énormément et j'espère qu'on répond à leurs besoins et à leurs demandes. Après 3 ans, c'est devenu normal de participer actuellement à la vie de l'association, à ses projets, etc. Et il est vrai qu'après cette formation, nous avons appris que nous allons être les pionniers dans ce domaine. Et je suis bien contente d'avoir fait partie de ce groupe de pionniers, sur la France du moins, et j'espère que ça fera boule de neige, que notre histoire fera boule de neige dans un maximum d'associations pour faire remonter les besoins de la base. Donc la gouvernance d'AMAC a de quoi faire rêver. On se demande comment vous avez fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait pour relever ce défi de la participation des personnes concernées? Eh bien, c'est le fruit d'un cheminement, un long cheminement et de belles rencontres. Déjà, l'association AMAC a fusionné de 2 autres associations en 2014, 2 associations dont la place de la personne concernée était très importante. Et lors de la refonte du projet associatif, il était essentiel, primordial que la personne concernée soit présente avec nous pour le repenser et le retravailler. Donc, elles ont été invitées et elles ont été très, très actives. Elles ont participé de manière assez fantastique. Elles ont pu exprimer leurs besoins, leurs souhaits, leurs désirs, entre autres. Mais surtout, elles ont pu mettre en avant leurs compétences et déployer leurs compétences. Et ça a été une vraie richesse pour nous. Et puis donc, dans ce cadre-là, nous avons pu mettre en 2017 la mise en place d'une formation
pour pouvoir accompagner cette participation, parce que ce n'est pas tout de demander et de décréter la participation. Une participation, ça s'accompagne, il faut donner les outils nécessaires et suffisants pour pouvoir prendre une place active correctement. Oui, alors ça, on l'a évoqué en première séquence, mais on retrouve là aujourd'hui, d'accord. Oui, oui. Et puis, cette réflexion commune lors du projet associatif avec les professionnels, ça a vraiment été quelque chose de très important pour eux aussi, puisqu'ils ont pris conscience aussi de l'importance de la parole. Alors, ils le savaient déjà, ils étaient dans une vraie bienveillance, mais il y a eu un changement de posture radical ou presque, et qui a pu vraiment pouvoir être dans cet accompagnement-là. D'accord. Vous avez évoqué aussi, mais ça on l'a évoqué un petit peu dans la première séquence, mais quand on s'était vu, je me souviens, vous l'aviez évoqué, vous avez parlé d'un changement de posture aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce fameux changement de posture qui conduit à ce que cette participation des personnes concernées devienne possible ? La posture sociale, médico-sociale, voire sanitaire, on est dans le protectorat au départ, il y a très longtemps de ça, c'est vraiment issu de ça. Encore maintenant aussi. Et encore maintenant, oui, bien évidemment, mais voilà, on est dans cette posture-là, alors que là, pour le coup, on n'est plus dans cette posture de sauveur, on est dans une posture de être avec, aller avec, être dans l'accompagnement de... Et c'est vraiment quelque chose d'un changement de paradigme total, du protectorat à l'inclusion, à l'accompagnement et au développement du pouvoir d'agir. Et c'est assez complexe pour les professionnels, ça peut parfois leur faire un peu peur. Les bousculer. Ça les bouscule dans leur pratique. La question de la formation pour les professionnels est nécessaire, autant pour la personne concernée, mais aussi pour les professionnels, pour les rassurer. D'accord, très bien. Alors, Roland Janvier, moi je voulais savoir ce que vous pensiez de ce très très beau projet. On a eu l'occasion de vous envoyer, et le reportage, vous l'avez découvert avec nous. Qu'est-ce que vous pensez de ce beau projet qui est quand même, c'est assez, je ne dirais pas exceptionnel, parce qu'il y a d'autres associations qui s'engagent à ce point-là dans la participation, mais c'est quand même pas ordinaire. Et moi je voulais savoir ce que vous pensez de ce beau projet. Alors c'est pas ordinaire, peut-être quand même de se rappeler que 2002, ça date de 19 ans. Et que c'était... Vous considérez que c'est il y a longtemps ou il n'y a pas longtemps ? Pour moi, c'est il y a très longtemps. Et dans votre présentation, vous parliez de pionniers. C'est formidable. Ce qui se fait à la MAC, j'en dirai deux mots, mais c'est vraiment très intéressant. Mais pionniers, c'est un peu affolant que les pionniers existent encore 19 ans après. Ça devrait être énorme. Les chercheurs d'or, normalement, c'est il y a 3 siècles. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, c'est quand même intéressant. Et je trouve que, du coup, cette émission d'aujourd'hui, elle me paraît vraiment importante pour réactiver quelque chose. Du reportage, j'extrayais trois éléments forts pour moi. Le premier, mais ça ressortait déjà de la première séquence très fortement, c'est la question de la parole. C'est la question de la parole, de l'expression, de la possibilité d'entendre. Et ça, c'est pas si simple que ça, parce que la parole de l'autre, elle est d'autant plus difficile à entendre qu'elle ne fait pas partie de nos propres critères de compréhension. Et c'est quand même ce qui explique aussi la difficulté du rapport entre professionnels et usagers. La deuxième idée, c'est quand même, et ça c'est quelque chose de constant dans tous les enquêtes que j'ai pu mener, les recherches que j'ai pu faire, c'est ce que vous évoquez qui est en fait une plus-value, c'est-à-dire un enrichissement. Ceux qui font l'expérience de la participation, que ce soit des personnes concernées, que ce soit des institutions, font l'expérience que ça enrichit les pratiques et qu'on en ressent. Et je l'ai vécu dans différents types d'établissements. Et puis, peut-être le plus important pour moi de ce qui ressort dans ce que vous avez dit, c'est sur la fin de l'entretien, vous dites que finalement, c'est une démarche qualité, ce que vous décrivez. C'est une démarche qualité, mais alors qui n'a rien à voir avec les critères de performance, avec les critères de conformité, ce qui fait qualité. La démarche qualité, on l'entend différemment. On a tendance à l'entendre comme ça. Et c'est pour ça que je voulais insister là-dessus, c'est que ce qui fait qualité, c'est la capacité à faire ensemble. Et c'est plus du tout d'être conforme à des standards qui auraient été établis dans des bureaucraties quelconques. C'est ce que nous vivons ensemble dans l'expérience quotidienne qui va provoquer cette qualité, qui va augmenter la qualité de ce que nous faisons. D'accord, très bien. Écoutez, Roland Janvier, je vous remercie beaucoup. Alors, AMAC est allé très très loin dans la participation. Ce sont des pionniers, même si Roland dit que ce n'est pas normal qu'on ait des pionniers 19 ans après, mais ce sont quand même des pionniers. Il y a d'autres pionniers aussi, c'est APF France Handicap, qui a vraiment fait de la participation des personnes concernées à tous les échelons de l'association une véritable réalité. Et je voudrais qu'on donne la parole à Nathalie Zwiatkowski. Vous êtes directrice régionale d'APF France Handicap en Bourgogne-Franche-Comté. Alors Nathalie, est-ce que vous m'entendez? Alors je ne vous entends toujours pas.
ça va, alors, si vous m'entendez, alors, on va essayer de régler le problème. Alors, en attendant qu'on règle le problème, peut-être que je vais... C'est difficile pour moi d'improviser chaque fois. Hein. D'accord, alors peut-être poser une autre question justement à Roland sur le sujet. Roland, comment vous expliquez que ce n'est absolument pas normal que 19 ans plus tard, on se retrouve à parler encore de pionniers. Comment vous expliquez ce décalage entre ces objectifs si ambitieux de 2002, peut-être qu'ils ne sont pas si ambitieux que ça, mais en tout cas affichés comme assez ambitieux, et le résultat aujourd'hui où on est encore en train de se dire « Ah mon Dieu, que c'est formidable que des personnes participent à des comités ou à des conseils d'administration ». Plus j'y réfléchis, plus il me semble que dans la réforme de 2002, il y a un élément qui n'a pas été pris en compte, qui est la manière dont les cultures professionnelles se sont construites. En gros, pour être très schématique, la professionnalisation des salariés, des travailleurs sociaux, elle s'est faite, c'est un peu caricatural, mais elle s'est faite en mettant l'usager à la porte. C'est-à-dire qu'en fait, les professionnels se sont professionnalisés entre eux. On construit des pratiques qui forcent l'admiration, il faut quand même le dire. C'est pas du tout une critique des pratiques, mais c'est le fait que, à l'époque, ces pratiques se sont construites en laissant symboliquement les bénéficiaires sont à la porte des réunions de synthèse. Les réunions de synthèse ont lieu à l'intérieur, ils attendent dans le couloir. En gros, c'est à peu près l'image. Et du coup, vous êtes d'accord avec ça, Katia? Oui, tout à fait. C'était une mesure de ce que j'appelle le protectorat. Oui, voilà. Pour les protéger de ce qu'on allait dire. Mais on protégeait autant les salariés que les bénéficiaires dans cette démarche-là. Et ça, c'est un élément qui me paraît difficile aujourd'hui parce que les professionnels ont eu tendance à vivre du coup cette irruption des usagers dans leurs pratiques comme un amoindrissement de leur champ de compétences. D'où la nécessité de faire expérience concrètement qu'au contraire, c'est un accroissement des compétences par cette rencontre, ça a été dit tout à l'heure aussi, y compris par Guy, par cet accroissement des expertises finalement qui viennent se compléter, se renforcer l'une l'autre. D'accord. Donc en fait, on n'y perd pas à faire participer les personnes concernées, mais on y gagne beaucoup. Donc je vous dis ça parce que peut-être certains professionnels peuvent considérer aussi que cette participation, c'est une forme de perte de temps. Pas loin, des acteurs publics le considèrent parfois. Oui. Donc là, en fait, vous soulignez que peut-être que ça prend un petit peu plus de temps. Katia nous a prouvé que c'était quand même un processus, mais au final, on y gagne, on enrichit beaucoup. Et alors là-dessus, je voudrais ajouter quelque chose, c'est qu'on a eu tendance aussi à considérer que la participation, c'était une sorte de supplément d'âme qu'on apportait au travail qui se faisait. Alors qu'en fait, c'est intrinsèque au travail lui-même. C'est le travail qui rend indispensable cette participation, cette co-construction. Je reprends les termes qui ont été évoqués tout à l'heure. D'accord, très bien. Alors, je vois qu'il y a une question internaute qui nous est posée. Alors, c'est peut-être comment les associations peuvent-elles favoriser la participation des personnes concernées? Alors, moi, j'aimerais que cette question-là, on la tourne un peu sous une forme de quels seraient vos conseils, vos recettes de cuisine, justement, pour favoriser cette participation. Alors, peut-être, Katia, vous voulez peut-être essayer de répondre à cette question internaute, puis après on laissera Roland y répondre. Okay. Ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est la notion de la temporalité et la notion de la confiance. La temporalité, parce qu'en effet, tout à l'heure, on le disait, il faut du temps. Il faut se laisser du temps, il faut prendre le temps, il faut que les personnes puissent se retrouver. Alors quand je parle des personnes, je parle des professionnels, mais je parle aussi des personnes concernées, puissent se retrouver pour pouvoir échanger ensemble et parler de ce qui les concerne au plus près de ce dont elles ont besoin. Donc c'est vraiment cette question de temporalité est essentielle. Ouais. Et on a l'impression de perdre du temps, mais c'est pas vrai. Ah oui. On perd du temps au départ peut-être, mais après, ça va plus vite et on va plus loin surtout. La question de la confiance, c'est aussi rassurer les professionnels sur justement leur rôle, leur mission, leur posture, ce qu'ils ont appris. Parce qu'on peut comprendre qu'ils soient un peu désemparés à l'idée de quelque part perdre une partie de leur pouvoir aussi au profit d'autres personnes. Tout à fait, ça peut être une crainte qui peut être présente aussi, bien évidemment. Et puis il faut rassurer aussi les personnes concernées, puisque le poids de la maladie est présent, la notion du handicap, la notion de l'autostigmatisation aussi est très importante et c'est important de pouvoir leur dire que leur parole est nécessaire et essentielle et voilà. D'accord. Donc ça c'est le point et puis peut-être aussi la question des outils. On a parlé beaucoup de formation tout à l'heure et la formation pour les personnes concernées et pour les professionnels sont nécessaires. D'accord, très bien. Katia, merci pour vos beaux conseils.
Roland, quels seraient Oui, justement vos conseils et vos petites recettes? Voilà, d'abord, la participation, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc premier conseil, ça suppose un engagement. C'est pas magique, et ça suppose de s'engager, et de s'engager réellement. Ensuite, c'est pas un outil de bonne gestion. C'est pas un outil de bonne gestion parce que la participation, ça vient déstabiliser les choses. Guy l'a dit tout à l'heure en disant ça doit bousculer. Hein. Ensuite, c'est pas non plus une manipulation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire que les bénéficiaires soient des gentilles personnes reconnaissantes de ce qui est fait pour elles. Ça a une dimension subversive, c'est-à-dire que ça a une dimension qui vient changer les cadres. Ensuite, et dernier point, c'est que la participation ne repose pas sur un consensus parce qu'il y a des groupes d'intérêts différents entre des professionnels intervenant au nom d'une certaine conception de l'ordre des choses et des bénéficiaires qui sont en situation de fragilité, de difficulté. Et là, il y a une dimension... Ça peut chauffer, il y a même une dimension conflictuelle qui est nécessaire pour que précisément les expertises de part et d'autre soient reconnues comme valables, comme valides l'une et l'autre, mais elles doivent se frotter un peu, je dirais. Du coup, le conseil peut-être c'est de dire oui, il faut sortir de ces zones de confort, quoi. La nécessité c'est de se désinstaller de ça, de sortir de ses habitudes, ça a déjà été dit, mais et de faire, parce que en gros, si la participation ne change rien et rassure tout le monde, ça veut dire qu'on s'est trompé. Si la participation vient bouger les lignes, vient remettre en cause l'organisation, vient critiquer finalement questionner les pratiques, etc. Là, je pense qu'on est on est dans le chemin vertueux de la plus-value que j'évoquais tout à l'heure. D'accord, très bien, très bien. Alors, on le voit, cette question de la participation est un objectif qui est loin d'être inatteignable, d'autant plus que un certain nombre d'acteurs soutiennent aussi cette démarche. C'est le cas de la fondation Crédit Coopératif. Donc, Christophe Vernier, vous êtes secrétaire général de la fondation Crédit Coopératif. Alors déjà, j'aimerais vérifier si vous m'entendez et si on peut vous entendre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Parfait, et je suis ravi. C'est un petit miracle en direct. Donc, la première question que je voudrais vous poser, Christophe Vernier, c'est quoi pour vous les enjeux de la participation des personnes concernées, notamment pour les associations? On va rester dans le cadre associatif pour l'instant. Oui, je crois que ça a été déjà bien évoqué. C'est une question centrale pour beaucoup d'associations qui travaillent dans le champ social et qui affirment la nécessité de faire avec et non pas de faire pour, ce qui suppose la participation effective des personnes concernées. Et c'est une grande exigence, ce n'est pas un long fleuve tranquille comme ça a été dit. Moi, j'y vois trois enjeux principalement. Le premier, c'est un enjeu peut-être simplement de pertinence et d'efficacité de l'action associative, parce que finalement, comment peut-on apporter des solutions crédibles à des difficultés qu'on n'éprouve pas soi-même, auxquelles on n'est pas soi-même confronté. Je pense que dans bien des domaines, seules les personnes concernées, en apportant leur vécu, leur connaissance, peuvent apporter des solutions que personne d'autre ne peut imaginer à leur place. C'est le fameux éclairage dont parlait Roland Janvier. Hein. Un enjeu de légitimité et de crédibilité de l'action dans le dialogue avec les pouvoirs publics, avec les parties prenantes, comme on dit aujourd'hui. Je pense que l'argumentaire sera d'autant plus crédible qu'il aura été nourri, porté et même verbalisé par les personnes concernées. Et j'ajouterais un troisième enjeu, donc peut-être plus général et un peu politique, c'est un enjeu de réponse au déficit démocratique grandissant qu'on ressent dans notre pays, qu'il soit réel ou ressenti. Je pense notamment aux jeunes ou à des populations de classe populaire. Il y a certainement un enjeu de restauration des associations comme véritable corps intermédiaire. Mais on constate que parfois, il y a une certaine défiance par rapport à des codes ou à des fonctionnements qui peuvent s'apparenter à une forme d'élitisme associatif. Et donc, ça suppose un effort, une attitude d'écoute et d'ouverture pour accueillir tous les publics, y compris éloignés, et accepter des comportements, des codes de langage également, qui ne sont pas forcément les plus courants, mais qui sont indispensables pour bien comprendre la problématique
Et toutes ces personnes-là ont naturellement leur place dans le plaidoyer. D'accord, très bien. Alors, justement, très rapidement, la Fondation Crédit Coopératif soutient énormément de projets. Est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux projets qui sont actuellement soutenus et qui s'inscrivent dans cette démarche de favoriser la participation des personnes? Oui, effectivement, la Fondation Crédit Coopératif, elle a un champ d'action très large puisqu'elle s'est donnée pour ambition d'accompagner les transformations de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, pour la rendre encore plus forte, encore plus agile et plus innovante. Donc la question de la participation, favoriser les associations qui s'engagent dans ce domaine-là, fait partie de ces transformations pour nous. Un exemple avec le réseau national des maisons des associations, qui a pris ce sujet à bras le corps, en constatant que l'engagement citoyen a certes le vent en poupe, mais que beaucoup n'y accèdent pas. Il y a d'ailleurs une étude très intéressante de l'universitaire Lionel Proutot qui a été menée il y a quelques années et qui pointe bien les écarts considérables d'engagement en fonction du niveau d'études des personnes, des catégories CSP, des origines familiales, de l'âge, etc. Donc ce mouvement a engagé une réflexion assez approfondie qui va donner lieu à l'élaboration d'un guide pratique avec des fiches pour essayer de repérer les freins et les leviers de changement pour favoriser la participation. Il me vient un deuxième exemple assez intéressant d'une association qui s'appelle Nous aussi, qui est une association de personnes handicapées intellectuelles, qui a la particularité d'être une association d'autoreprésentants, c'est-à-dire qu'elle est dirigée par les personnes concernées. Je pense que c'est la seule en France au demeurant. Et ils se définissent eux-mêmes comme des citoyens du silence qui osent prendre la parole et défendre leurs intérêts. Je pense que c'est intéressant pour le débat d'aujourd'hui. Et la Fondation a notamment soutenu et même contribué avec les personnes et la banque Crédit Coopératif à l'élaboration d'un guide qui s'appelle le mode d'emploi de la banque, qui a été rédigé avec eux en utilisant le langage européen facile à lire et à comprendre. Je pense que c'est assez emblématique de ce qu'on dit aujourd'hui. Très bien. Peut-être un troisième exemple plus proche et un dernier exemple, quartier, je vous en prie. rapidement avec une association lauréate nationale de la Fondation à Rennes qui s'appelle Si on s'alliait, qui renforce le pouvoir d'agir des personnes dans des quartiers difficiles, avec une méthode très éprouvée d'identification des besoins, de la demande, des techniques de communication non violente, et qui s'appuie vraiment sur les deux principes forts. Ce sont les personnes concernées qui sont les mieux placées pour trouver les solutions et les moyens d'action, et qui expérimentent à travers ça des fonctionnements démocratiques et donc associatifs. Très bien, Christophe Vernier, je vous remercie. Je remercie aussi Katia, Roland. Donc on s'aperçoit que même si des progrès restent à accomplir, les projets favorisant la participation des personnes concernées sont de plus en plus nombreux. Mais qu'en est-il de la participation citoyenne entendue beaucoup plus largement et de ses impacts sur la démocratie? C'est ce que je vous propose de découvrir lors de notre prochaine séquence.